Pour eux, c'est un plaisir de brûler. Nous savons tous à qui nous avons affaire. La Russie est dirigée par des hommes qui veulent en faire une norme, brûlant des vies, détruisant des villes et des villages, divisant les peuples et effaçant les frontières nationales par la guerre. Aucune nation ne peut arrêter une telle guerre seule, sans aide. L'engagement des dirigeants mondiaux est nécessaire. La Russie veut-elle un dialogue ? L'Ukraine a la plus grande expérience au monde des mensonges de la Russie lors des négociations. Et c'est exactement pourquoi des efforts mondiaux sont nécessaires. Le président de l'Ukraine a demandé aux États-Unis et à la Chine de participer à la conférence de paix qu'ils auront en Suisse très bientôt. L'objectif est d'appeler la Russie à la paix. Vous avez bien entendu, appeler la Russie à la paix. C'est-à-dire que l'Ukraine est maintenant prête à discuter et à trouver la paix avec la Russie. As soon as the participating countries prepare relevant and fair documents. This doesn't mean Russia will accept the document. No one can guarantee who will represent the country then. But anyhow, this document, just like the Grain Initiative, will be presented by the participants in one form or another. This has not been defined yet. It will be presented to the Russian side. Très incohérent, très controversé, très différent des discours qu'on a entendus il y a quelque temps. Donc, encore une fois, le président Zelensky a appelé les États-Unis et la Chine de participer à l'appel de la Russie afin que la Russie vienne et fasse partie de ces débats pour trouver la paix en Suisse. Donc, comme je disais, c'est quand même un peu différent des discours qu'on a entendus, mais on va essayer de comprendre un tout petit peu. Ça fait presque 2 ans que l'Ukraine et la Russie sont en guerre. Et apparemment, l'Ukraine a fait preuve de beaucoup de courage et beaucoup de bravoure. Mais pourquoi est-ce que maintenant la question se pose ? M. Zelensky veut finalement la paix avec la Russie. On va essayer de découvrir quels sont les vrais enjeux de cette histoire. Nous savons qu'il y a quelque temps, en tout cas très récemment, la Russie s'est mis à faire un lavage comme jamais dans le passé. On a arrêté plusieurs personnalités politiques, plusieurs personnalités militaires ont été arrêtées. Imaginez-vous, un pays en guerre arrête des personnalités supérieures militaires. C'est chaud, ça doit être vraiment chaud. Il y a par exemple M. Timur Ivanov. Timur Ivanov, un général, vice-ministre de la Défense russe, ami à Sergei Shoigu. Sergei Shoigu, qui a été arrêté il y a quelques semaines pour raison de corruption. C'est-à-dire la Russie a commencé à arrêter ses généraux qui sont corrompus. Donc, il a été remplacé par Andrei Beloshov. Beloshov, choix très curieux, parce que Beloshov, en effet, n'a pas du tout de formation militaire. C'est plutôt un économiste qu'on a nommé à la place d'un général de défense, un chef, une personne à la tête du ministère de Défense. Très vite, on a compris pourquoi on le fait. C'est à cause de la corruption. On ne veut pas des éléments corrompus à la tête de la Russie. La réalité du ministre de Défense Shoigu est qu'il a été arrêté. Pourquoi M. Shoigu a-t-il été arrêté ? Il a été arrêté parce qu'il a protégé beaucoup de personnes qui étaient corrompues. Il avait des informations sur les personnes importantes de l'État, des militaires, des commandants, des généraux qui étaient corrompus, mais il ne les a pas mis à nu. Alors, comme on l'a découvert, toi tu étais le chef et tu savais que ces personnes étaient corrompues dans l'armée, tu ne les as pas dénoncées, on va t'arrêter toi, pour en servir d'exemple. Donc, plusieurs grandes personnalités de l'armée russe ont été arrêtées, y compris le ministre de Défense Sergei Shoigu arrêté, le chef du personnel arrêté, le chef du département de la communication de l'armée a été arrêté, le chef de la division d'acquisition d'armes a été arrêté, et plusieurs hauts gradés commandants de l'armée. Donc, clairement, un pays comme la Russie qui a des ennemis partout, en ce moment précis, n'a pas besoin d'avoir autant d'ennemis. Alors, comme ces personnes ont été arrêtées et ont été remplacées par des personnes dont on a plus confiance malgré leurs incapacités et leurs formations qui ne sont pas nécessairement militaires, on voit que l'objectif de Vladimir Poutine, c'est d'approcher plus des gens plus loyaux à lui que de gens qui sont vraiment compétents et aguerris. L'une des autres raisons est que la Russie a acquis beaucoup de militaires récemment. Comment est-ce qu'ils ont fait ? La Russie actuellement recrute 30 à 40 000 soldats par mois. Ouais, je sais vous poser de questions pour savoir comment c'est possible, parce qu'il y a un moment donné, on disait que beaucoup de Russes refusaient de partir à l'armée, vous vous en souvenez. Maintenant, ils sont en train de recruter 30 à 40 000 militaires le mois. Et avec ça, en 2023, l'armée russe a recruté 350 000 nouveaux militaires. 350 000. Ça, c'est plus que l'armée de certains pays. Donc, les forces russes ont grandi de 15%. Actuellement, ils ont plus de 1 300 000 militaires dans l'armée russe. Ça, c'est plus grand que plusieurs pays réunis ensemble. Maintenant, comment ils le font ? Comment la Russie a fait pour recruter autant de personnes ? C'est très simple. La stratégie était de partir dans les prisons et prêcher la positivité sur l'armée. C'est-à-dire, si vous venez à l'armée,
vous gagnerez autant de choses. Donc, on prêche la positivité, l'amnistie aux prisonniers qui sont prêts à venir à l'armée et aussi un salaire alléchant. Donc, on vous donne la liberté, vous sortez de prison, peu importe votre crime, vous savez, venez à l'armée, on va vous payer un beau salaire et vous ne rentrerez pas en prison après. Et aussi, si quelque chose vous arrive, vous êtes blessé en guerre ou vous y laissez votre vie, votre famille sera payée. Voilà comment on a recruté plus de 350 000 personnes en une année. Et maintenant, l'armée s'élève à 1 300 000 personnes. Maintenant, qu'est-ce qu'on offre exactement? La Russie offre les prisonniers qui choisissent de venir à l'armée 2100 à 2700 $ le mois. Et ça, c'est presque 30% de plus de salaire de ce que les gens reçoivent en Russie. C'est le double pour beaucoup de personnes. 2100 à 2700 $ sans taxe. Et avec ça, si vous venez, vous battez et que vous vous blessez en guerre, votre famille reçoit de l'argent. Et si vous laissez votre vie, on reçoit jusqu'à hauteur de 11 000 $. Et pour ces offres, très alléchantes, pour les Russes en tout cas, nombreuses personnes se pressent de quitter la prison pour aller faire l'armée, pour aller défendre les intérêts de la Russie. Maintenant, avec ça, qu'est-ce que M. Zelensky passe? Zelensky réalise que Poutine a viré beaucoup de chefs, beaucoup de commandants dans l'armée et aussi a recruté, comme il ne s'y pensait pas dans le passé, des militaires pour préparer une nouvelle attaque. Maintenant, il se dit, puisqu'il a demandé aux États-Unis et à la Chine d'intervenir sur cette discussion afin d'appeler la Russie à discuter, donc il est prêt à compromettre ou à accepter les demandes de la Russie est prête à ignorer cette demande pour venir en guerre. C'est-à-dire, il est convaincu que la Russie a maintenant les éléments qu'il faut pour venir finir cette guerre. No one in the world is interested in this war except the aggressor itself, and everyone actually understands this. The Peace Summit is a format that will not allow Putin to lie any longer. And without lies, he is absolutely nothing. I thank everyone in the world who helps us organize the summit and shows their leadership to bring true peace closer. Je vous rappelle que les États-Unis ne fournissent plus les armes et l'argent comme les États-Unis fournissaient dans le passé à l'Ukraine. Parce qu'évidemment, ils ont remarqué que leurs intérêts ne sont pas tout à fait soutenus. La réalité était qu'au début, on vendait les armes, on avait l'impression qu'on donnait les armes. Mais ces armes qui étaient envoyées à l'Ukraine étaient des armes vendues. Les armes ne sont pas construites par un pays. Les pays ne fabriquent pas d'armes. Ce sont les entreprises situées dans des pays qui fabriquent les armes. Des entreprises privées. Ces entreprises appartiennent à des individus. Ce sont ces individus qui donnent de l'argent aux politiciens de chaque pays. Je vous donne un exemple très concret et très simple. Lockheed Martin, par exemple, c'est une entreprise de fabrication d'armes située aux États-Unis d'Amérique. Cette entreprise fabrique les armes pour vendre. Ce ne sont pas les armes qui seront utilisées aux États-Unis d'Amérique. Ce sont les armes qui sont soit utilisées par les Américains. Les Américains qui utilisent les armes de Lockheed Martin achètent chez Lockheed Martin. C'est-à-dire, le gouvernement américain n'a pas d'entreprise qui fabrique les armes. Le gouvernement américain achète les armes d'une entreprise privée située aux États-Unis d'Amérique qui appartient à un civil. La personne civile fabrique les armes, vend au gouvernement et le gouvernement va en guerre, par exemple en Irak. Maintenant, dans le cas de l'Ukraine, où les États-Unis envoient des armes à l'Ukraine, qu'est-ce qui se passe? L'entreprise privée fabrique les armes. Le gouvernement achète les armes chez l'entreprise privée et envoie à Zelensky. Zelensky, pendant qu'il fait la guerre, va devoir payer le gouvernement américain avec intérêt les armes qu'ils ont reçues. Officiellement, on dit que les États-Unis ont envoyé les armes à l'Ukraine pour aller combattre. Mais en réalité, l'Ukraine va devoir rembourser après la guerre. Si pas pendant la guerre, d'une façon ou d'une autre. Maintenant, les États-Unis, depuis un temps, comme ils ont eu quelques discordances, ne veulent plus envoyer des armes à l'Ukraine puisqu'ils ont réalisé que ça sera enfin très compliqué pour la réalité de l'Ukraine face à la Russie. Aujourd'hui, puisque tout le monde s'attendait à ce que la Russie tombe en faillite, tombe caduque, ça n'a pas réussi, malgré les sanctions. C'est beaucoup plus compliqué qu'on le pensait et que l'on anticipait. Maintenant, Zelensky réalise que ça ne marche plus. Écoutez, appelez la Russie pour qu'on discute. Parce que finalement, c'est une façon pour lui d'éviter une guerre finissante que la Russie est en train de préparer. Parce que depuis quelques mois, les frappes aériennes ont multiplié. Donc on a commencé vraiment à frapper comme pas possible. Parce qu'au départ, les Européens et les Américains envoyaient les armes pour aller soutenir les Ukrainiens afin de résister. Maintenant, ils ne le font plus. En tout cas, ils ne le font plus comme ils le faisaient dans le passé. C'est-à-dire la Russie peut continuer, peut avancer, peut progresser et peut briser. Voilà pourquoi M. Zelensky finalement dit, avant qu'on ne vienne nous cracher ou nous détruire complètement, appelez la Russie pour qu'on s'asseye et qu'on discute. Pourtant, M. Zelensky, il y a quelque temps, disait, je n'accepterai aucune négociation si la Russie ne libère pas nos terres et la Crimée. Vous connaissez la Crimée, c'est une partie russe aujourd'hui, mais qui, en 2014, était encore ukrainien. Jusqu'à ce que le gouvernement ukrainien ait changé,
quand on a fait leur coup d'État, on a enlevé le président qui était là. C'est là que la Russie a dit, puisque nous savons que ce sont les Américains qui sont en train de manipuler le coup d'État en Ukraine, nous prenons la Crimée. Alors les Ukrainiens, ou Zelensky a dit, ils doivent nous rembourser la Crimée. S'il n'y a pas de Crimée, il n'y a pas de négociation. Mais maintenant, il a changé de parole disant, nous voulons discuter, nous voulons peace talk, conférence de paix. Et M. Poutine a réagi disant, l'Ukraine n'est pas dirigée par Zelensky. We realize that the legitimacy of the incumbent head of state has expired. I think that one of the aims of the forthcoming conference in Switzerland is such that the Western community, the sponsors of the Kiev regime, could confirm the legitimacy of the acting head of state, or rather already non-acting. Ce n'est pas un vrai président. Et nous ne négocierons pas. Maintenant, la question qui se pose, pourquoi on a commencé cette guerre? Pour la finir finalement en négociation, vous venez, on va discuter. Et les vies de toutes ces personnes qui sont parties, est-ce que ça comptait pour quelque chose? Vous voyez que c'est très souvent basé sur les égos des gens qui finalement changeront d'avis, que beaucoup de personnes partent se donner leur vie. Tous ces Ukrainiens qui sont tombés, tous ces jeunes qui sont partis, même les Russes qui ont donné leur vie, dans une histoire complètement incohérente, qui aurait pu finir, comme elle va finir bientôt, autour d'une table. Est-ce que ça en vaut la peine? Pour les Ukrainiens, tel que pour les Russes. Parce qu'en réalité, le gagnant, c'est celui qui est le vendant d'armes. C'est la seule personne qui gagne. Celle qui vend l'arme, celle qui vend les missiles, les avions, c'est lui qui gagne. Et quelle personne autre? La personne qui vient reconstruire l'Ukraine. C'est celle qui gagne aussi. Pourquoi elle gagne? Parce que quand vous détruisez vos maisons avec les bombes et les explosifs, et que moi je suis un constructeur, c'est du bon business pour moi. Alors moi en tant que constructeur, voudrais-je vous voir en paix? Ou préférerais-je vous voir en guerre, détruire vos maisons pour que je vienne reconstruire et me faire de l'argent? Évidemment, c'est le second choix. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.